sauver la forêt primordiale. Non, le monde de la lune. Habitants chers la terre. Le Congo profond. Bonsoir à mes sœurs, bonsoir mes frères martiniquais. Je suis Bernard Tossa, Phénomène, et j'ai un petit pseudonyme qu'on appelle Copé, qui vient de l'expression du mot du moins pharmacopée. Alors, en attendant que la technique retrouve le fichier de ma présentation, je vais peut-être vous parler de nos ancêtres qui ne sont rien d'autre que des bâtisseurs du premier système capitaliste de ce monde. Et lorsque nous parlons du système capitaliste, lorsque nous parlons du système capitaliste, il faut nécessairement que l'on fasse recours à ces énergies qui ont été dépensées pour pouvoir réunir ce que l'on appelle les moyens d'échange, sinon les monnaies d'échange qui est l'argent. Alors pour commencer, je vais nous demander de nous lever juste une petite minute en hommage à nos ancêtres qui ont été réduits en esclavage. Que la lumière soit. Merci. Alors, je suis là pour vous parler du pouvoir et puissance des traditions et croyances, impact dans le quotidien, dans notre quotidien. Et je crois que nous allons parler des croyances africaines et leur origine. Ah, il n'y a rien encore. Ok, envoyez alors. Nous allons parler des croyances africaines et leur origine. Et pourquoi aujourd'hui on voit l'Afrique assez soudée à la nature, très soudée à la nature. Nos ancêtres sont partis sur la base de l'animisme. Et lorsque je dis l'animisme, je veux dire la croyance selon laquelle en tout ce qui vit existe une âme. Et cela leur impose le respect de la nature. Ce respect de la nature que cette croyance leur impose va nous amener à nous poser des questions sur le rapport entre le Fa et les croyances ancestrales, le lien entre les ancêtres et la nature, leur rupture après l'arrachement et quel impact sur le quotidien des Africains et celui de la diaspora historique. Nous allons également développer ce que c'est que le vaudou, pourquoi la diabolisation des croyances vaudou. Ça ne marche toujours pas. Ah ok, voilà. Alors, nous allons parler de ce que c'est que le vaudou, pourquoi la diabolisation des croyances ancestrales. Nous allons parler également des forces et puissances des croyances ancestrales pour une abolition définitive de l'esclavage. Nous allons prendre cas des résistances africaines par les forces des croyances vaudou. Et nous pouvons vous
montrer plusieurs exemples de faits qui ont eu lieu sur le continent pendant l'esclavage et d'autres faits qui ont eu lieu au niveau des Caraïbes. Et comment faire? Qu'est-ce que la tradition vaudoise a pu faire pour préserver la mémoire de nos ancêtres déportés? C'est-à-dire les ancêtres qui ont été déportés, où peut-on retrouver leur mémoire? Alors, pour finir, nous avons fini par l'idée de la création d'un festival qui a lieu au Bénin chaque année depuis 3 ans, que l'on appelle Méthode Vaudon comme première puissance des Africains esclavagés. Et c'est après cela nous allons passer à la conclusion. Et lorsque nous parlons de la croyance et origine des traditions africaines, nous allons nous remonter un peu vers l'Égypte avec tous ces signes de révélation et autres. Et ce qui nous plaît de distinguer tout de suite là, c'est le phare. Le phare, c'est-à-dire la géomancie. Et lorsqu'on parle du phare, je ne sais pas si je vais avoir les beaux mots pour vous l'expliquer. Alors, il s'agit de ce chapelaire que vous voyez. Ce chapelaire qui a été révélé à nos ancêtres pour interroger l'univers de chaque chose. C'est-à-dire nous sommes dans un monde où chaque élément appartient à un univers. Et quand on dit quelqu'un est initié, c'est qu'il a subi des épreuves pour pouvoir parvenir à la connaissance de tout ce qui appartient à cet univers. Et j'ai développé tout à l'heure que les traditions africaines sont siégées, sont basées sur l'animisme. Et j'ai développé ce que c'est que l'animisme. Alors les problèmes de l'Afrique qui ont conduit l'Afrique à se siéger sur l'animisme, surtout, sont d'ordre conjugal. C'est-à-dire il y avait un faible taux de femmes, sinon des enfants filles, et il y a un taux élevé des garçons. Alors entre le 12e et le 15e siècle, l'Afrique va tenter de résoudre ses problèmes. Mais pour résoudre ces problèmes, l'Africain va tenter de coopérer, de collaborer avec chaque univers pour pouvoir puiser de ces univers l'essentiel qu'ils peuvent en tirer et exploiter. Nous allons parvenir d'abord à l'étape où certains Africains chasseurs vont réussir à transformer l'univers des arbres pour pouvoir en faire des femmes. Aujourd'hui, ce n'est pas un mystère. Vous avez, quand vous allez au Bénin, vous dites, vous voulez voir les Ahovikpo. Leur clan, on les appelle Ahovikpo. C'est des personnes qui portent 2 griffes de cicatrices sur chaque jour. Et c'est leur signe racial. Ils ont pour interdit de ne jamais marcher sur la peau d'un lion. Lorsqu'on dit porc dans notre langue, ça dit le lion. Alors, quand on prend ça, beaucoup de chasseurs vont tenter de pénétrer cet univers où il y aura eu la transformation des arbres. On a par exemple, quand on connaît le clan des Wimenu, on a un arbre chez nous qu'on appelle Reti. C'est un arbre épineux que l'un des ancêtres a su transformer en une personne, une femme notamment, et avec qui il a vécu pour avoir des enfants. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, ce n'est pas une superstition, cela existe. Les descendants de ce clan ne doivent pas prendre l'arbre de Reti pour pouvoir préparer et manger. Alors lorsqu'on parle de ces univers, ça va nous amener vers les symboles fondamentaux ou les 16 principaux univers de la nature. Et là, je ne sais pas si vous avez lecture de ces univers. Nous avons B, le signe B, l'univers des signes B qui est l'univers de la voix. Et chez nous, quand quelqu'un doit pouvoir être artiste, il doit forcément faire des sacrifices après consultation si le signe, le tout premier signe B
B qui veut dire la voie, B qui veut dire la route, B qui veut dire la vie. Lorsque ce signe lui sort, il est tenu de faire les rituels qu'il faut et toutefois qu'il chante, vous allez voir qu'il va dégager un accent particulier et mélodieux que tout le public doit aimer. J'insiste sur ce premier signe parce que si vous n'appartenez pas à son univers et que vous n'épousez pas son univers et que vous êtes artiste, il arrivait que ce que vous chantez, ce que vous faites sortir, ce que vous exprimez dans votre chanson ne sera qu'écouté de vous seul. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas des instruments sonores en Afrique à cette époque de l'histoire, mais des tambours résonnaient à haute voix. Et nous allons tenter, nous n'allons pas nous concentrer sur la lecture de tous ces univers, mais nous allons rapidement aller sur le signe qui le suit. Mais là, ils ont fait déjà la combinaison. J'ai fait la combinaison, je veux dire B, Yeku. Et vous allez voir, là, vous avez le premier signe qui est à droite et le deuxième signe qui devrait apparaître en double pour être Yeku Meji, le sud. Alors, Yeku, par exemple, sa philosophie nous dit si quelque chose appartient à quelqu'un, il faut qu'on le lui laisse, il faut qu'on lui laisse ce qui lui appartient. C'est-à-dire à chacun ce qui lui appartient. Et ceci, souvent, c'est sur ça, les chasseurs armés avant d'aller à la chasse, c'est ceci, ils impriment sur la terre, c'est-à-dire ils inscrivent sur la terre, ils mettent leur pied dessus avant de sortir. Mais c'est ce même signe qui nous rattache avec nos ancêtres. Et c'est là où je veux m'arrêter pour mieux aborder mon sujet. Vous allez constater que dans notre tradition, même dans votre tradition ici, on pourra vous interdire peut-être ou vous dire que la nuit, il ne faut pas balayer. Quand il fait nuit et que vous avez fini de manger, il ne faut pas balayer avant d'aller vous coucher. Comme également, on va vous dire, lorsque vous finissez de manger, l'eau que vous avez rassemblée, c'est-à-dire l'eau dans laquelle vous vous êtes lavé, toute la famille a lavé ses mains, de ne pas jeter. Mais si vous devez jeter, il faut dire ago, 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 c'est-à-dire ago, c'est un jargon que l'on prête à l'univers des morts pour pouvoir leur demander pardon dans tout ce que nous voulons faire la nuit. Sans quoi, l'on n'est pas tenu de jeter l'eau au dehors la nuit. Et pour ce qui concerne le fait de ne pas balayer la nuit, ce second signe, Bélier, pour nous dire, la nuit ne nous appartient pas, mais c'est le jour qui nous appartient. Donc pour pouvoir exploiter la nuit, il faut pouvoir demander l'autorisation de nos ancêtres. Au même moment, lorsque nous mangeons, parce que sur ceci nous avons le rapport entre les personnes décédées, c'est-à-dire le rapport entre la vie et la mort. Oui, que je vous ai dit tout à l'heure, qui est la voie, qui est la vie, qui est la route, et Yeku, qui est l'univers des morts, nous recommande que nous ne devons pas balayer la nuit, tout simplement parce qu'après avoir mangé, tout ce que nous laissons par terre comme débris de nos aliments, nos ancêtres vont venir s'asseoir là et manger. Et toutefois que nos ancêtres participent à ce déjeuner, cela va concourir à l'harmonie de notre ménage. Voilà la raison pour laquelle, par exemple, dans la tradition de l'ère culturelle à Diatadoke Oyo, à savoir aujourd'hui que l'on peut retrouver aujourd'hui à travers les pays comme le Nigeria, le Togo, le Bénin, une partie du Burkina Faso, il est déconseillé de balayer la nuit lorsque l'on a fini de manger. Mais quand nous quittons la divination, la reconnaissance, sinon le décodage des univers par le Fa, il y a des traditions qui nous enseignent également la connaissance de l'esprit de l'autre ou l'esprit d'un objet ou d'une chose à travers l'eau. Et là, je vais aller directement sur ce symbole. Là, c'est de l'eau versée par terre qui a dessiné le symbole que vous voyez là. Et cette eau a été versée par terre aux ancêtres à l'occasion d'une réunion clanique entre les descendants de la divinité Tiango Odutoa qui sont en quelque sorte qui constituent en quelque sorte les peuples isolés
des Dogons échoués dans le royaume, dans l'ex-royaume d'Obadan. Alors quand je dis royaume d'Obadan, avant de parvenir à l'étape de Dahomey, on parlait du royaume d'Obadan qui était le plus grand royaume du Bénin. Il n'y avait pas le gros Bénin, il n'y avait pas Dahomey, mais ce royaume a existé et faisait frontière avec le Nigeria et partant du Nigeria jusqu'au Togo. Et arrivé au Togo, nous allons retrouver le royaume d'Adjatato qui fait frontière avec le Ghana. Alors, dans ce royaume, le roi, il a fallu pour que l'on parvienne, avant que l'on ne parvienne à l'étape de Dahomey, il a fallu que des esclavagistes qui ont pillé le Ghana, que l'on appelait la côte de l'or, percent ce territoire par le Togo avec des esclaves qu'ils ont capturés, je ne vais pas dire des esclaves, mais avec des captifs qu'ils ont rapportés du Togo. Et ce sont avec ceux-là, ils vont créer le royaume de Dahomey. Et dans le nom Dahomey, au départ, c'était Oba Dahomey, c'est-à-dire dans le ventre du roi d'Obadan. Oba veut dire roi, Dan veut dire divinité, Dambada, et Homé veut dire dans le ventre. Alors c'est après que Akaba, c'est une histoire un peu longue, mais c'est après que Akaba, par l'appui des Britanniques, ait tué ce roi d'Obadan et a réussi à implanter le premier camp britannique. Quand je dis camp britannique, on appelle Agomé, quand on connaît Agomé, veut dire, Agomé dans notre langue veut dire au sein des remparts, c'est-à-dire au milieu des remparts. Alors quand Akaba va, sous l'appui des Britanniques, va installer cette maison d'une haute muraille, il va l'appeler Oba Dahomey, c'est-à-dire j'ai bâti mon palais dans le ventre du roi d'Obadan. Donc de là c'est parti Dahomey et non les autres significations que l'on lui donne. Alors je reviens au niveau de ce symbole que vous avez et je vous dis, ça donne la légende de la divinité Tchango Odoudoua. Et là où c'est très étonnant, c'était à l'occasion d'une réunion clanique entre des collectivités Odoudoua Tchango du Bénin qui sont des restes de la partie des Dogons isolés sur le territoire d'Obadan. Et à quoi sert, comment parvenir à deviner l'intention d'un visiteur que nous avons dans notre maison, de quelqu'un que nous devons aller recevoir, ou chez quelqu'un, comment connaître l'intention de celui à qui nous rendons visite. C'est pourquoi dans notre tradition, au départ, vous allez constater aujourd'hui qu'on verse les liqueurs, on jette quelques gouttes de l'alcool par terre pour les ancêtres, mais c'était parti de l'interprétation, de l'intention du voisin par le jet d'eau ou la jette de l'eau sur la terre. Et quand on verse l'eau sur la terre, il faut apprendre, pour ceux qui sont initiés, on sait comment décoder pour connaître l'intention de celui avec qui nous sommes en train de nouer des relations. Et cette tradition, ça continue jusqu'aujourd'hui. Quand vous allez dans des traditions, pour vous accueillir, on vous verse de l'eau sur le sol et à travers l'eau versée, celui qui vous accueille reconnaît déjà sur quelle intention vous êtes venu chez lui. Mais on va toujours vous dire, quand vous n'êtes pas ici, on va vous dire, c'est pour vous accueillir dans la paix. Non, il ne s'agit pas de vous accueillir dans la paix, mais juste pour savoir de quelle intention vous avez effectué votre voyage et venir. Alors, donc au-delà de ça, il y a la consultation de l'intention des humains par l'eau également, qui a joué un grand rôle au sein des traditions africaines et leur ont permis de se rapprocher de l'univers, c'est-à-dire connaître à peu près ce que pensent les choses, comment vivent les choses et comment rester en harmonie avec les choses, sans oublier comment rester en harmonie avec le voisinage, parce que vivre en société était un devoir pour tous dans les sociétés africaines. Et quand nous allons un peu de l'avance, nous allons tomber sur les liens entre les ancêtres avec la nature, la rupture après l'arrachement et l'impact sur le quotidien des Africains et celui de la diaspora historique. Et je crois qu'il s'agit même du but fondamental
de cette présentation, parce que nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui fait que le peuple africain, après l'abolition, n'a pas connu un réel développement. Pourquoi nous sommes encore, c'est tout comme si ça avance, mais ça recule, ça avance et on est encore, c'est le statu quo. Alors en posant ces questions, comme au niveau de l'Afrique et au niveau de la diaspora, nous sommes parvenus à des résultats donnés. Ces résultats que l'on a essayé de développer dans ce livre du professeur Aimé Charles Nicolas, dont je suis également co-auteur, avec plusieurs d'autres intervenants du colloque, quel impact sur la psychologie de la population. Et en fouillant, on a compris que nos ancêtres, quand on se pose la question qui étaient les Africains réduits en esclavage, quel était leur concept de vie, nous allons constater que l'Africain a plus confiance en la nature qu'à l'être humain. C'est-à-dire, on vous forme parce que vous devez fonder votre village à quelque part après 25 ans et parce que vous allez vivre après 25 ans loin des parents parce qu'il y avait des terres et on ne pouvait pas habiter dans la même maison avec un garçon qui a déjà demandé la main d'une femme et qui attend se marier bientôt. Et comme ça, les parents sont obligés de vous former afin que vous puissiez faire face à ce qui est de votre responsabilité une fois marié. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous êtes appelé à être initié au couvent. Quand on dit couvent, ce n'est pas les couvents de l'église catholique, mais c'est des lieux. Je peux donner l'exemple d'une grande forêt par exemple, où des sages, ceux-là qui ont l'expérience, c'est-à-dire des chasseurs qui ont l'expérience de vivre avec le serpent, de marcher même sur le serpent sans être mordu, des personnes qui ont la connaissance dans le domaine de la médecine traditionnelle, notamment en ce qui concerne l'accouchement facile de la femme, parce qu'il n'y avait pas des hôpitaux, donc pour faire accoucher une femme, c'est quelque chose que le mari même doit connaître, c'est un préliminaire. Les tantes, les jeunes filles, les reines mères de la maison, c'est des choses qu'ils doivent connaître. Donc dans ces couvents, déjà à 5 ans, on vous amène dans le couvent pour vous montrer comment chaque chose se passe. Mais pourquoi vous amener dans le couvent? Il faut d'abord être sûr que l'enfant est mûr et tout ce qui est le secret de sa famille, c'est-à-dire de sa propre famille, il ne pourra pas le raconter à sa maman à cause de la colère de la femme. C'est-à-dire quand la femme est en colère, dit-on le secret au dehors. Donc on fait tout pour que ce qui est du secret de la famille ne soit pas raconté à l'enfant qui bavarde. Et pour que l'enfant ne bavarde pas, il va falloir qu'on l'intègre, on lui montre, on lui prouve par A plus B égale à C ce que c'est que chaque chose. Et c'est de là, par exemple, des chasseurs ont révélé que lorsque nous prenons des feuilles de l'hysope avec nous, nous pouvons facilement, si nous avons la feuille de l'hysope dans la bouche, que nous marchons comme ceci, nous pouvons facilement prendre des serpents avec la main sans qu'ils ne nous fassent pas du mal. Donc voilà par exemple un des cas. Mais quand nous allons un peu de l'avance, vous allez voir l'arbre que vous avez là. C'est un arbre c'est un fromager qui est devenu la divinité clanique des clans que nous appelons Rouledano au Bénin. Et cet arbre, pourquoi c'est devenu une divinité? Quand des négriers étaient arrivés, on les pourchassait, ils sont partis se réfugier dans un village qu'on appelle Vakombo. Et arrivés dans ce village, ils ont fait une consultation, ils ont consulté le phare. Le phare leur a dit, si vous voulez vous cacher ici, vous devez faire un rituel à l'arbre dans lequel réside le génie maître de la terre. Ce qu'ils ont fait, ils ont apporté des rituels à cet arbre. Et du coup, quand des guerres, c'est-à-dire des guerres de razzia arrivent, on fait tout, on contourne le village sans y pénétrer. Et la parole que l'ancêtre avait donnée en son temps est que chaque enfant qui naît de cette famille ne doit pas prendre les branches d'un fromager pour préparer à manger dans son ménage, sauf si au dehors de son ménage, quelqu'un lui donne à manger et qu'il ne s'en rend pas compte. Donc c'est dit que dans cette famille, quand l'enfant naît,
pour l'inscrire dans le cercle de la famille, on a besoin forcément des arbres, des branches tombées d'un fromager pour pouvoir lui faire les cultes d'intégration ou oui, des cultes d'intégration dans le cercle de sa famille. Et voilà, mais en cas où pertinemment l'enfant sait, c'est-à-dire un descendant des Rwandano sait que la nourriture qu'il va manger s'est préparée avec l'arbre, comment appelle-t-on, l'arbre du fromager qu'il mange, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe aujourd'hui que dans les sociétés africaines, nous avons un taux de jeunes admis à la folie, je ne sais pas s'il faut dire admis à la folie, mais atteints de la folie ou de la démence ou des troubles mentaux. Et parfois, c'est des familles qui se donnent à la religion, c'est-à-dire aux religions révélées, et qui ne veulent rien savoir des règles et des interdits de la famille. Et pour eux, les anciennes choses sont déjà passées et maintenant nous sommes dans le monde nouveau. Et quand ça leur arrive, certains réfléchissent et ils ramènent les enfants vers la tradition pour qu'ils soient purifiés et retrouver leur sens, tout leur sens qu'il faut pour être des personnes bien portées, mais d'autres ont toujours foi et laissent les enfants gagner la rue. Alors, lorsque l'on analyse maintenant qu'est-ce qui se passe à ce niveau, on constate que les mêmes choses se passent dans, je ne vais pas dire dans les Caraïbes, mais chez des afro-descendants, c'est-à-dire des enfants, des personnes réduites en esclavage qui sont d'origine africaine. Et là, c'est toujours à côté de l'arbre, mais c'est le couvent de la famille, c'est là où on intègre les jeunes gens pour leur indiquer le bien, le mal qu'il faut éviter du moins pour vivre dans la société. Alors du coup, je tombe sur qu'est-ce que le vaudou. Au départ, notre spiritualité n'était pas une religion. Quand il n'y avait pas l'esclavage, le vaudou n'était pas une religion. Donc le vaudou se vivait tel que je viens de vous le décrire. Chaque famille reconnaît un objet qui lui a fait du bien pour l'intérêt de sa famille, ou un arbre, ou un animal, et ils ont le secret de coopérer avec ces animaux. C'est comme je peux donner l'exemple d'une famille. Chez nous, quand le chien mord quelqu'un, il y a une famille qui soigne ça, il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Il suffit que ceux-là crachent un peu de leur salive contre la main et ils passent dans la morsure du chien et puis c'est calmé. Il n'y aura plus d'autres effets. Donc ces choses-là existent et ce clan, si quelqu'un va au Bénin, qu'il demande d'après les Royaumes, on les appelait des Rouanou, mais l'évolution de la langue a fait qu'on les appelle des Royaumes. C'est des personnes qui guérissent les morsures et le venin du chien à travers juste leur salive sur lequel leur salive et la feuille de l'hysope qui passe dans la morsure d'un chien. Alors, mais nous sommes parvenus à une époque donnée, et là je regrette parce que l'ordinateur n'a pas pu supporter le Wi-Fi pour que je puisse vous montrer en bonne vidéo ce qui se passe et que l'on a déjà mis en ligne sur notre site www.symbolamitié.com. www.symbolamitié.com, vous allez voir mieux tout ce que nous sommes en train de vous dire ici. Alors, l'histoire africaine est parvenue à une étape où ce qui arrivait au départ, déporter des enfants de famille, on ne le connaissait pas. Parce qu'au départ, les Blancs qui étaient venus par le Ghana, il y avait parmi eux qui venaient avec des petits canots sur les côtes fluviales pour opérer le pillage, c'est-à-dire la capture des humains eux-mêmes. Et à première vue de l'homme blanc, c'est vrai, il y avait des Blancs dans des familles africaines, pas des Blancs, mais on parle en quelque sorte il y a une expression pour le dire. Ouais, voilà, des alubis. Voilà. Bon, en tout cas, le français n'est pas ma langue, vous allez devoir m'excuser. Je fais vraiment l'effort. Ça aurait été dans ma langue maternelle, j'allais être vraiment mieux. Donc, il y avait ceux-là que l'on a connus, que les traditions africaines ont connus. Mais l'arrivée de Blancs, quand ils vont venir sur les côtes, ils viennent. Et parce que en Afrique, il n'y avait pas
des pompes à la maison, il faut aller au marigot. Et pour aller au marigot, c'est des jeunes filles, elles vont porter des jarres sur la tête, en rang pour aller. Et il y avait la rivière des femmes à part, où les femmes se lavaient à part. Il y avait la rivière où les hommes se lavaient à part. Et quand les Blancs c'est-à-dire accostent leur petit canot dans les côtes fluviales, après avoir opéré les captures, ils bandent, c'est-à-dire ils attachent la bouche aux enfants, de façon que quand le nombre qu'ils veulent suffise, ils partent. Ils partent du moins. Et la tradition n'avait pas reconnu, mais ceux qui ont pu échapper, c'est-à-dire les rescapés qui ont expliqué la situation, ont fait dire à nos ancêtres qu'il s'agit du serpent qui avalait les gens. Et dans notre tradition, cette partie se résume par l'expression dansoume. Quand on dit dansoume chez nous, c'est que la personne s'est levée de la maison un matin, on ne l'a plus vu, on le cherche, on consulte, on dit bon, il est parti, on ne le verra jamais, mais le Fava dit, il est en train de vivre à quelque part, il faut faire les rituels pour qu'il puisse survivre pendant longtemps et nous revenir. Donc c'était comme ça, nos ancêtres ont compris la chose au départ. Et avant qu'ils ne comprennent, c'était trop tard. Ce qui se faisait avec les Britanniques au niveau du Togo n'avait pas eu vite d'écho vers l'Est, c'est-à-dire les côtes du Nigeria. Mais également, il y avait eu déjà l'esclavage dans le royaume d'Oyo. Il y avait déjà eu l'esclavage dans le royaume d'Oyo, ce qui a permis à ce peuple Ibo, les Edo, les Ewe et autres, de s'orienter plus vers le sud d'Anromé, devenu aujourd'hui d'Anromé au Bénin. Alors du coup, les gens vont se dire, mais comment chaque fois nous allons nous lever avec cette histoire d'enfants perdus? Ils ont monté des gardes et c'est plus tard, ils ont réalisé que, ah, attention, c'est des Blancs qui venaient piller nos royaumes. Et que faut-il faire? Ils vont faire recours. Ils vont faire recours maintenant aux divinités, c'est-à-dire aux forces de la nature, pour tenter de résoudre cette situation. Et là, nous allons automatiquement parvenir également à l'étape où l'enfant initié désormais dans un couvent vaudou ne sortira pas les corps libres, mais on va inscrire sur son corps des scarifications qui reposent chacun à un nom d'ancêtre, sinon à un nom de personne disparue dans sa famille. Parce que maintenant tout le monde est conscient que c'est des Blancs qui captent des personnes et qui vont avec. Mais ceux qui perdent leurs enfants ne savent pas s'ils vont rester pour toujours et parvenir à rencontrer l'enfant. Donc dans l'espoir que l'enfant peut revenir et qu'ils ont fait des rituels et que l'enfant ne mourra pas dans son nouveau monde, vont les conduire à inscrire désormais le nom des enfants déportés sur le corps des jeunes garçons ou des jeunes filles qui seront invités à subir les épreuves de couvent. Et là, nous sommes parvenus à une étape de l'histoire où on va parler de Rousseau ou Ayomriro. Quand on dit Rousseau, c'est-à-dire le père d'une divinité, et quand on dit Yomriro, veut dire quelqu'un qu'on a acheté. Mais là, dans notre jargon, ce n'est pas l'esclavage. Lorsqu'on dit quelqu'un qu'on a acheté dans ce jargon, on dit Ayomriro, veut dire quelqu'un qu'on a acheté, que les gens prennent pour Yovoda ou esclavage et consorts, ce n'est pas le cas. Mais cette étape à laquelle la tradition est parvenue va amener plusieurs jeunes à trébucher. Certains ne pourront pas supporter parce qu'il arrivait que quand votre famille n'a pas le nombre de garçons qu'il faut, sur le corps d'une seule personne, on peut avoir 300 à 400 coups de scarification. Et imaginez la quantité de sang qui va sortir. Il est vrai que ça ne se fait pas sur tout d'un coup, mais c'est de jour en jour et l'enfant est appelé à faire juste de 10 à 18 mois dans le couvent et parfois 36 mois dans le couvent pour pouvoir répéter et garder dans sa tête le nom des siens déportés. Et aujourd'hui, quand vous allez en Afrique, notamment dans les pays qui sont proches du Bénin, je vais parler du Nigeria, du Bénin, du Togo, essayez de voir ceux-là qu'on appelle des adeptes. Vous allez trouver des femmes qui ne portent pas des robes, mais qui, c'est seulement le paille
au niveau de la poitrine. Et quand vous observez sur leur corps, il y a des milliers de cicatrices qui sont imprimées sur leur corps. Ces milliers de cicatrices, chaque cicatrice parmi ces milliers répond à un nom de personnes déportées, mais ces milliers, sinon ces centaines de noms que l'adepte toute sa vie est appelé à garder dans sa tête. Il ne doit pas oublier, c'est tout comme si on prend à cette étape de l'histoire des personnes, les adeptes comme des disques durs ou des cartes mémoire, hein, sinon un ordinateur qui doit fonctionner avec tout ça. Et voilà, il va se passer que avant de mourir, ce jeune garçon qui porte des scarifications sur son corps doit pouvoir donner l'un de ses enfants qui va subir les mêmes coups et peut-être en plus si lors de la naissance, c'est-à-dire la période qui part des derniers jours du couvent de son papa à lui, si pendant cette période la famille a encore connu d'autres déportations. Et pour des clans, si nous retournons vers l'arbre qu'on a vu tout à l'heure, pour des clans, ceux qui sont des enfants d'un même clan peuvent appeler à porter sur leur corps le même nombre de scarifications parce qu'on ne sait pas encore parmi eux qui sera le prochain, qui sera victime prochainement de la déportation. Et c'est comme cela, les traditions africaines sont tournées au niveau de la religion parce que chaque année désormais, ces enfants seront invités à danser devant la cour, devant l'autel de cette divinité comme des adeptes d'un même culte à travers des chants, des danses et parfois des chants qui leur permettent de rappeler le nom de ces ancêtres déportés. Et voilà, nous avons les cas ici. Et au même moment, ce recours aux divinités va les amener à nouer des pactes maintenant solides avec des pouvoirs surnaturels ou des pouvoirs de la nature, sinon au-dessus des forces humaines, c'est-à-dire des pouvoirs au-dessus des forces humaines, parce que je ne sais pas si surnaturel veut dire les mêmes choses dans ma tête comme chevaux. Alors du coup, ils vont faire recours à la divinité Tchango. Quand on dit divinité Tchango chez nous, Tchango Refioso, c'est Dieu de foudre. Et le recours fait à cette divinité de foudre va donner son premier résultat pendant la guerre qui oppose des Français et les Britanniques sur la lagune des Agégués. Alors, au cours de cette guerre, les Britanniques vont finir par dire au roi de Soutiankwe, Sorolou Nézé Ier, que des Français sont en train de s'installer à Porte-Novo, des Français parmi desquels on a une forte délégation conduite par des Souza à l'époque et plusieurs d'autres bateaux français qui s'accostaient sur les lagunes de Porte-Novo, mais sans autorisation des Anglais, parce que les Anglais étaient déjà présents à Porte-Novo avant l'arrivée des Français. Alors, l'implication cette fois-ci des divinités de foudre au mouvement de résistance va conduire à ce premier résultat où... D'accord. Non, je vais même pas aller là, merci. Donc, où on aura obtenu le premier résultat, c'est-à-dire l'écoulement du bateau négrier que vous voyez, dont vous voyez l'épave là. Et ce bateau a chargé plus d'une centaine de personnes selon les versions que nous avons, selon les versions qui sont parvenues à nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? À l'été, le roi dut informer les chefs de culte qui ont activé la force de Dieu, Refioso, Dieu de foudre, et cette divinité va intervenir au beau milieu de la lagune de Porte-Novo pour faire écouler ce bateau dont vous avez l'épave. Mais ça va permettre tout de suite à ceux-là que l'on appelle des fondateurs de Ganvier d'échapper, parce que la majorité de ceux-là qui étaient capturés pour être déportés vont fuir maintenant, ils ne vont plus retourner dans leur famille, mais ils vont aller former la cité lacustre que l'on appelle aujourd'hui cité de Ganvier. Et quand vous avez le nom Ganvier, arrivez au Bénin, demandez ce qu'on appelle Guédevier. Guédevier veut dire les enfants, Guédé veut dire la chaîne.
Guédévié, vie veut dire enfant. Donc, Guédévié veut dire des enfants de la chaîne. Et c'est le nom de Guédévié, c'est du nom, l'expression Guédévié, on va tirer le mot Ganvier. Et Ganvier qui veut également dire la chaîne. Donc, vous avez cette cité lacustre aujourd'hui qui fait partie des merveilles de la nature, mais qui est le résumé d'un mouvement, d'un grand mouvement de résistance des Africains qui sont restés par l'implication des divinités, c'est-à-dire leur spiritualité, leur croyance en la nature. Alors, force et puissance des croyances ancestrales pour une abolition définitive. Nous allons observer encore ici, une image où il y a un chef de culte, et le professeur Emecha Nicolas, que je crois que vous connaissez bien, a réussi, il était arrivé au Bénin, on a réussi à convaincre les chefs de culte pour qu'ils aient accès à ce couvent Vodou. Alors, grâce également à la divinité, à la coopération entre les hommes et la divinité, Refioso, qui est Dieu de foudre, un adepte en transe a réussi à arracher cette chaîne qui est entre les mains du professeur Emecha Nicolas et du chef de culte que vous voyez là. Alors, l'adepte a arraché cette chaîne qui servait à détenir des captifs qui ne se laissent pas intimider. Cette chaîne va servir à les détenir en attendant l'arrivée des hommes armés qui va les conduire vers les bateaux et pour qu'ils soient embarqués vers un nouveau monde, un monde inconnu. Et quand nous allons tout de suite, nous allons tomber sur... Voilà, nous allons tomber sur un tableau là, et je ne sais pas si tout le monde voit, si c'est clair, et c'est la carte du royaume des Sceaux. C'est-à-dire, cette fois-ci, tous ceux qui ont des pouvoirs au-dessus des forces naturelles, des forces industrielles, s'il faut le dire, parce que les âmes sont créées par des industries, c'est ce que je veux mettre dans industriel. Alors, ceux-là, ils vont s'unir et fonder maintenant un royaume qu'on appelle le royaume des Sceaux. Et quand vous suivez sur la carte, je n'ai pas un truc là pour vous le démontrer mieux, mais vous avez des noms comme So, Zouko ou Somaï ou Sotiawe. Alors, armés désormais de ces pouvoirs, c'est-à-dire en quelque sorte l'union des chefs de culte qui détiennent ces pouvoirs, vont conduire à des obstacles tels que quand des négriers vont désormais rentrer dans les villages pour capturer des gens, il y a des personnes, des initiés qui maîtrisent désormais le secret des armes à feu et qui vont se placer devant eux jusqu'à leur arracher les armes à feu qu'ils ont en main et qui leur servaient d'intimider la population ou d'abattre quelques-uns parmi eux avant de commettre leur forfait. Donc nous avons ce village qui est toujours qui n'est pas loin de Ganvier qu'on appelle Sotiawe. So veut dire fusil, tien veut dire ramasser et Roué veut dire maison. Donc Sotiawe veut dire là où on arrache des armes à feu. Maintenant, quand ils arrachent ces armes, puisqu'ils n'ont pas la formation de fabriquer des barils, des munitions pour pouvoir attaquer les envahisseurs au retour, ils vont créer un autre quartier où c'est des sages qui résident et on va appeler ce quartier Sozuko. So veut dire toujours fusil, Zuko veut dire l'âme c'est devenu sable, c'est-à-dire lorsqu'on ramasse, on arrache ces âmes désormais chez les négriers européens comme des personnes auxiliaires, on les dépose non loin de ce camp gouverné ou surveillé par des sages, et puis c'est un endroit humide. Bon nombre de ces âmes ont été attaquées par des rouilles, et c'est l'expression rouille, le résultat de rouille qu'on veut mettre dans Soko qui veut dire du sable, c'est-à-dire l'âme s'est rouillée pour devenir du sable. Et on va maintenant avoir un grand quartier qui va prendre le nom de Somaï, c'est-à-dire là, même si des négriers font 1000 mouvements, ils ne vont pas pénétrer. Et voilà, en quelque sorte, ce que ceux qui sont restés en Afrique ont pu faire pour
étouffer le système colonialiste, le système négrier qui venait arracher les leurs. Et c'est comme si maintenant nous revenons. Nous sommes allés puiser de l'histoire ces quelques pistes que nous vous exposons pour vous dire que l'histoire nous donne des âmes qu'il nous faut pour pouvoir affronter aujourd'hui les obstacles du présent. C'est-à-dire quand nous prenons notre spiritualité, elle nous donne des âmes qu'il faut pour pouvoir affronter les obstacles du présent. Mais cela, les esclavagistes ont compris et ils ont tenté de diaboliser tout ce qui est notre spiritualité. Et une fois diabolisé notre spiritualité, déjà à l'époque de la colonisation, il y aura plus de jeunes gens qui vont se rapprocher des personnes âgées afin de prendre la main parce qu'on dit c'est là, c'est du diable qu'on pratique. Et puis beaucoup de choses sont parties de la sorte. Mais la preuve aujourd'hui, il y a des braqueurs dans nos sociétés africaines qui rivalisent des forces armées, quelle qu'en soit l'efficacité ou la performance de leurs âmes. Donc aujourd'hui, la tradition nous offre, sinon l'histoire nous offre ces forces que nous pouvons servir. Comme si nous prenons, je ne vais pas mieux raconter cette histoire plus que vous, mais si nous prenons les mouvements de résistance dans les Caraïbes, ici, et nous allons prendre le cas d'Haïti, vous auriez constaté qu'avant ce mouvement, il y a un culte qui a été célébré en hommage aux divinités et aux mânes de nos ancêtres. Et surtout, un point qu'il faut mettre dessus, quand nous prenons le développement du peuple noir, s'attaque à venir parce que nous épousons la spiritualité de l'autre. Et la spiritualité de l'autre que nous épousons ne nous permet pas d'être à la hauteur des défis qui nous attendent à relever. Ces défis qui sont énormes et que pour relever, nous sommes obligés de nous confier à l'autre, qui, cette spiritualité de l'autre, qui avait été exploitée contre nous. C'est tout comme si nous nous confions à l'ennemi en épousant sa spiritualité, pensant que nous pouvons rester avec sa spiritualité pour relever les défis qui nous attendent. Et nous avons compris qu'il faut aujourd'hui étendre les savoirs endogènes d'origine africaine aux afro-descendants en partageant surtout ce qui est de la médecine traditionnelle et dont nous sommes sûrs des résultats avec des afro-descendants. Cela faisant, nous allons parvenir à un résultat parce qu'en Afrique, nous sommes restés avec une partie, c'est-à-dire la tradition africaine rescapée est restée avec une partie des savoirs et ceux qui sont venus sont restés également avec une partie. Et quand peut-être nous allons sceller des rencontres autour des objectifs de la médecine traditionnelle, nous pensons bien que nous allons vite parvenir parce que si notre spiritualité peut déjà rassurer la santé à son peuple, je crois que c'est déjà un énorme atout, sinon un atout énorme vers le développement parce que nous allons déjà amorcer ce qu'on appelle l'abolition, si je peux dire sanitaire quoi. Et voilà, je crois, je suis là demain vendredi, si c'est demain le vendredi, je crois bien, vous allez beaucoup m'excuser parce que le décalage horaire, tout ça là, me pompe un peu et vous devez comprendre avec moi. Donc, le vendredi, nous nous sommes dit, demain vendredi, nous nous sommes dit, nous allons partager ces savoirs avec vous. Je ne maîtrise pas, peut-être tout à l'heure, quelqu'un va vous décrire les lieux. Nous sommes venus avec quelques feuilles de l'Afrique et ici, on a collecté des feuilles de votre rue que nous allons démontrer comment ces feuilles réagissent et qu'est-ce que nous en faisons en Afrique. Également, que vous également, de votre côté, ceux qui maîtrisent vont nous aider à connaître le nom des feuilles et leur rôle dans votre tradition ici. Donc, demain vendredi, je ne sais pas, c'est à 19h, je sais, 18h30, mais Serge Nelzi pourra vous dire situé par rapport à l'endroit. Je vous remercie.